Merci. J'ai accepté avec plaisir cette invitation à parler de la diversité de langues. Je voudrais dire tout de suite que cette question est indissociable de la question complémentaire, c'est-à-dire de la question de l'uniformité des langues et de l'unité du langage. Ça dépend un peu de la perspective qu'on adopte. Du point de vue des nécessités, des circonstances de la vie quotidienne, il est clair que la diversité est le facteur saillant. C'est la diversité de langues qui empêche la communication dans toutes sortes de circonstances pratiques et d'interactions humaines. Mais du point de vue de l'étude de la recherche fondamentale sur le langage, de la théorie linguistique, le facteur important, le facteur qui est souligné est l'uniformité du langage. Par exemple, par rapport au fait que les règles que les langues naturelles utilisent ne sont qu'un tout petit sous-ensemble, un petit segment continu des règles formelles imaginables. Je voudrais revenir un peu plus tard sur cette question. Et aussi en rapport au fait qu'il y a un système très détaillé, très riche d'universaux linguistiques. Donc il faut les deux aspects. Ce que je voudrais faire, c'est justement de commencer à parler par une propriété invariante, une propriété constante à travers les langues, ce qu'on appelle parfois la créativité dans l'utilisation normale du langage et les aspects de combinatoire linguistique qui sont liés à cette notion. Je voudrais parler un peu des mécanismes générateurs, des mécanismes qui sont à la base de ces caractéristiques générales, et ensuite revenir à la question centrale de l'invariance et de la variation, et parler un peu avec vous d'un modèle qui a eu beaucoup de succès dans la description et dans l'explication dans ce domaine. Je voudrais explorer quelques conséquences comparatives. Ici, on fera de la micro-comparaison et diachronique, donc des conséquences qui concernent l'histoire des langues, le phénomène du changement linguistique. Et je voudrais terminer en parlant de la question des limites sur la variation, c'est-à-dire les langues, même par rapport aux propriétés variables, n'exploitent jamais toutes les possibilités logiques. Il y a toujours des propriétés qui sont exclues. Je voudrais donc discuter de ces aspects de limites sur la variation et des types de données empiriques qui peuvent être pertinents pour aborder ce genre de questions. Je voudrais donc parler de la typologie linguistique et en particulier des données de la macro-comparaison. Donc on fera et de la micro et de la macro-comparaison, de certaines données de l'acquisition du langage, et je voudrais, s'il y a le temps, aussi mentionner des études récentes d'imagerie cérébrale qui peuvent porter sur la question des limites sur la variation des langues. Voilà, donc commençons de cette propriété, la créativité dans l'utilisation normale du langage. On utilise ce terme pour se référer au fait que nous parlons tout le temps en produisant, en comprenant des phrases nouvelles, des phrases que nous n'avons jamais produites ou entendues dans notre expérience précédente. Nous n'avons aucune difficulté à traiter des objets qui sont constamment nouveaux. Donc, qu'est-ce que c'est que cette sorte de familiarité d'une entité qui est toujours nouvelle ? Et aussi le fait que nos capacités linguistiques sont non bornées. N'est-ce pas ? Il n'y a pas la phrase française la plus longue. Comment traiter ces aspects ? Ces observations ont des racines anciennes. Ici, j'ai mis une très fameuse citation de Descartes, du discours de la méthode, où Descartes souligne que cette capacité de créer des nouvelles combinaisons de mots appropriés par rapport au contexte, c'est une sorte de test, c'est une manière de distinguer de façon systématique l'homme de la machine. Donc les hommes les plus hébétés peuvent faire cela, les machines, les automates les plus perfectionnés n'ont pas cette capacité. Quelle est la racine donc de cet aspect ? Une partie de la chose a à voir avec une certaine propriété combinatoire des langues humaines. Alors, plus ou moins en même temps que Descartes, Galilée avait parlé un peu de cet aspect combinatoire des langues humaines de manière un peu indirecte dans le dialogue. Ici, je me suis permis de mettre une assez longue citation en italien. Le thème du dialogue qui nous intéresse maintenant est la question « Quelle est la plus grande invention humaine ?»
Et après un peu de discussion, l'un des participants au dialogue propose que la plus grande invention est l'invention de l'écriture alphabétique, parce que c'est une invention qui nous permet de communiquer nos pensées les plus cachées, i più reconditi pensieri, à très grande distance, à très grand intervalle de lieu et de temps, d'espace et de temps, et avec quelle facilité, dit Galilée, avec les différents arrangements une vingtaine de petits caractères sur un bout de papier. Donc Galilée est fasciné par l'extraordinaire simplicité de cette invention qui a des conséquences aussi puissantes que l'invention de l'écriture. Mais évidemment, il s'agit bien d'une invention, mais une invention qui est basée sur une découverte d'une manière de fonctionner de langue naturelle, la combinatoire à différents niveaux de langue naturelle. Donc il y a d'abord une combinatoire au niveau des sons qui se combinent pour former des morphèmes, des mots, et ensuite les mots qui se combinent pour former une l'infinité potentielle des phrases de la langue. Donc, centralité de la syntaxe. Cet aspect est repris par Saussure. Ferdinand de Saussure parle dans le cours du caractère central de la syntaxe et du fait que la régularité de la syntaxe doit être exprimée dans la langue, non pas uniquement dans la parole. Mais il a fallu attendre jusqu'à la moitié du XXe siècle pour disposer d'un mécanisme efficace et formel pour traiter cet aspect en même temps régulier et infini de la syntaxe. Et c'est la première des innovations techniques, des innovations formelles de Chomsky, l'idée de récursivité appliquée au langage. Donc l'observation de Chomsky est qu'on peut rendre compte du caractère infini de la syntaxe des langues humaines en postulant des règles formelles récursives, c'est-à-dire des règles qui peuvent constamment se réappliquer sur leurs propres résultats, et de cette manière qui permettent d'étendre la structure d'une phrase complexe indéfiniment. Dans les derniers 50 ans, les linguistes ont beaucoup discuté de la manière de formaliser la récursivité dans le langage, et ils sont récemment arrivés, en tout cas certains d'entre eux, sont arrivés à la conclusion que la formalisation la meilleure est aussi la plus simple, et que le mécanisme générateur fondamental récursif est une opération aussi simple que celle qui est indiquée à l'écran, une opération qu'on peut appeler fusion ou merge en anglais, qui dit simplement prends deux éléments, mets-les ensemble, tu vas former une troisième entité qui, à son tour, peut être soumise à la fusion. Donc, on a affaire à une opération récursive. Voilà un petit exemple de dérivation. On peut fusionner ensemble deux mots et puis utiliser l'objet ainsi créé pour continuer avec la fusion, créer des structures de plus en plus complexes en continuant à appliquer cette opération, et de cette manière, pas à pas, on peut bâtir de structures de complexité et de longueur indéfinies. On peut exprimer le résultat de ces différentes opérations de création de structures par un arbre qui a ses caractéristiques et qui exprime de manière visuellement très claire ce qui s'est passé dans la dérivation de la phrase. Ici, on a introduit l'élément de la variation, de la différenciation entre les langues. La fusion est certainement un mécanisme universel. On ne connaît aucune langue qui n'utiliserait pas ce genre de procédure, au moins l'équivalent de ce genre de procédure, pour créer des structures. Il n'y a pas de langue qui utilise des mots isolés, dit autrement. Mais il y a des variations par rapport aux propriétés d'ordre, par exemple. Quand on fusionne deux éléments, il y a toujours un élément qui sélectionne l'autre élément. On appelle l'élément sélectionneur la tête de la construction, et l'autre élément, on peut l'appeler le complément. Donc il y a des langues où l'ordre est tête-complément, les langues verbe-objet, par exemple le français, Jean-M. Marie, et des langues objet-verbe, où l'objet direct, par exemple, précède le verbe, et en général dans les rapports tête-complément. Des langues aussi différentes que le latin, le japonais et d'autres ont cette caractéristique d'un ordre objet-verbe. Donc il y a là un élément de variation, on peut dire un paramètre de variation, on va revenir sur cette terminologie,
qui revient à dire, bon, fondamentalement, les langues choisissent ou bien le premier ou bien le deuxième de ces deux schémas, bien tête complément, bien complément tête. Et le choix systématique de l'une ou l'autre possibilité a des répercussions énormes sur la structure globale d'une phrase. Prenez par exemple une langue comme l'anglais, on aurait pu prendre le français aussi bien, et une langue comme le japonais, qui choisissent respectivement de manière systématique l'ordre tête-complément dans le cas de l'anglais et l'ordre complément-tête dans le cas du japonais. On obtient des ordres de mots totalement différents pour exprimer la même phrase. Donc l'équivalent de Jean indique que Marie peut rencontrer Bill en anglais ou en français, et Jean-Marie Bill rencontrer peut que dit A, si on utilise des morphèmes français, pour exprimer l'ordre de la structure en japonais. On voit très bien les différences en utilisant ces graphes en forme d'arbre. On voit que la structure japonaise est presque l'image miroir de la structure anglaise ou française, presque parce que certains éléments d'ordre restent constants. Par exemple, l'articulation sujet-prédicat reste constante entre deux langues. Mais fondamentalement, on a des langues qui branchent à droite et des langues qui branchent à gauche en conséquence de la sélection systématique de l'une ou l'autre valeur de ce paramètre fondamental. Il y a d'autres façons de voir les choses ici, mais au moins, n'importe quel cadre doit postuler au moins un paramètre pour distinguer entre ces deux types de langues. On peut généraliser un tout petit peu ce genre d'argumentation et traiter de façon plus générale l'invariance et la variation. On peut dire que la grammaire universelle, ce système général, qui est une sorte de théorie générale du langage, est un système qui inclut ces deux types d'entités. Des principes qui expriment l'invariance, donc les universaux, propriétés qui restent constantes, et des paramètres, des variations. On peut caractériser les paramètres comme des points de choix binaires, en général, comme dans le cas qu'on vient de voir, et qui expriment la variation possible. De ce point de vue, on peut concevoir une grammaire particulière, la grammaire d'une langue, comme le système général avec certains ensembles de valeurs paramétriques. Donc la grammaire du chinois sera la grammaire universelle plus un ensemble de valeurs paramétriques, la grammaire de l'anglais, grammaire universelle plus un autre ensemble de valeurs paramétriques. Ce genre d'approche a été proposé il y a 25 ans environ, et il s'est révélé très efficace pour exprimer de manière simple, de manière optimale, les propriétés invariantes et les propriétés de variation. Donc ce n'est pas étonnant d'observer que dans le dernier quart de siècle, la syntaxe, il y a eu une véritable explosion de travaux en syntaxe comparative utilisant ce genre de méthode d'analyse. Voilà, si la fusion est l'opération fondamentale de constitution de structure, une autre opération tout à fait fondamentale dans les langues humaines est le mouvement. Certains éléments peuvent se déplacer dans l'arbre syntaxique qu'on a vu, et le mouvement a des effets assez importants. Il y a beaucoup de mouvements dans les structures, même tout à fait normales des langues naturelles. Prenez par exemple une phrase comme « Qui rencontrera-t-il » en français, une interrogative. Il y a dans cette structure toute une série de mouvements qui sont exprimés de façon concise par ce schéma, et ces mouvements ont l'effet de renverser complètement l'ordre de base de la langue, qui est sujet, verbe, objet. Alors, je voudrais illustrer certaines propriétés du mouvement, en particulier les interactions entre la syntaxe et la morphologie, en prenant un cas beaucoup moins spectaculaire de mouvement que le mouvement en jeu dans les interrogatives, par exemple, mais qui est important justement pour ses conséquences morphologiques. Alors, considérons pour un instant la nature de la structure de la phrase. Une phrase consiste typiquement dans la présentation d'un événement, quelque chose qui se passe dans le monde, situé dans le temps, situé sur l'axe temporel par rapport au moment de l'énonciation, donc présent, passé, futur. Dans certaines langues, il y a un mot spécial, un élément spécial, qui indique les propriétés temporelles, donc justement la distinction présent, passé, futur, et ce mot se situe entre le sujet et le prédicat, fondamentalement. Le cas typique est dans les langues créoles, ici j'ai mis des exemples du créole jamaïcain, mais aussi l'anglais en quelque mesure fonctionne comme ça. Si vous pensez au futur en particulier, est exprimé par un modal qui se trouve dans cette situation. Dans d'autres langues, bien sûr, la structure est différente, en tout cas en surface, parce que vous avez une certaine morphologie qui s'attache, un élément morphologique qui s'attache à un verbe et qui exprime le temps.
Alors, comment traiter l'analogie, la différence entre ces deux systèmes? Les linguistes ont poursuivi ici une certaine intuition d'uniformité, pour ainsi dire. Ils ont postulé le même type de structure hiérarchique pour les deux types de langues, supposons l'anglais ou langue créole et le français. La différence fondamentale est de nature morphologique, c'est-à-dire en français, l'expression temporelle qui se situe toujours entre le sujet et le prédicat est un morphème qui doit être lié, qui ne peut pas survivre en tant que mot autonome. Donc quelque chose doit se passer ici pour aligner la morphologie sur la syntaxe, et ce qui se passe est le mouvement. Le verbe se déplace et il s'associe au morphème temporel, engendré sous un autre nœud, donnant lieu au mot complexe « rencontrera ». Ce mouvement a des conséquences morphologiques, donc la création d'un mot complexe, et aussi des conséquences syntaxiques, parce que l'ordre des éléments change. En particulier, on peut tester le changement d'ordre, en suivant les idées de Emmons, Pollock et d'autres, en observant que dans des langues comme l'anglais ou langue créole, où il n'y a pas de mouvement du verbe, un adverbe, typiquement, ne peut pas s'interpoler entre le verbe et l'objet direct. Tandis que dans une langue comme le français, typiquement, un adverbe s'interpole. Donc, on a des structures comme tu rencontres souvent Marie, tu rencontreras souvent Marie, etc. Et ceci est une conséquence du mouvement du verbe à la flexion temporelle qui a l'effet de faire intervenir dans l'ordre de surface l'adverbe qui occupe la même position dans les deux langues, selon ce type d'approche. En comparant l'anglais et le français et en rajoutant d'autres éléments à la comparaison, on peut suggérer une hypothèse comme la suivante. Peut-être ce n'est pas par hasard que l'anglais se comporte d'une manière et le français d'une autre. Peut-être le fait de déclencher le mouvement du verbe est connecté, est lié au caractère riche de la morphologie verbale. Dans une langue comme le français, vous avez des paradigmes bien différenciés pour l'expression du temps, du mode, de l'accord avec le sujet, par rapport à une langue où ces propriétés sont exprimées de manière beaucoup plus pauvre, comme en anglais. Donc, l'hypothèse est peut-être une morphologie verbale riche sur le temps, à l'effet de déclencher, de causer ce mouvement du verbe. On peut tout de suite tester la prédiction de cette hypothèse du point de vue diachronique, donc en termes de l'évolution des langues, parce qu'une propriété qui change dans la diachronie, typiquement, est la richesse morphologique. Les langues peuvent s'appauvrir, peuvent acquérir une morphologie plus pauvre. C'est le cas, par exemple, dans l'histoire de l'anglais. L'anglais du XVIe, début du XVIIe siècle avait une morphologie verbale beaucoup plus riche, avec un paradigme comme celui-ci ou d'autres. Et il y a eu un appauvrissement, n'est-ce pas, en anglais contemporain. Parallèlement, en anglais, ici je suis le travail de Roberts, en anglais shakespearien, par exemple, il y avait des manifestations claires du mouvement du verbe à la flexion temporelle, avec des ordres comme I know not, I speak not to him, etc., qui ne seraient pas possibles en anglais contemporain. Donc les deux propriétés vont ensemble, richesse morphologique, mouvement du verbe, et la diachronie nous donne un élément en faveur de ce genre de considération. Il y a des données comparatives qui sont pertinentes. Ici, on considère des données micro-comparatives, donc on compare des langues qui sont assez proches. Et le cas limite de la micro-comparaison, c'est la dialectologie, en effet, fait avec ces méthodes. Mais donc, comparons le fonctionnement des langues scandinaves des îles et langue scandinave continentale. L'islandais a des paradigmes verbaux très riches, très bien différenciés. Vous voyez, il y a des désinences distinctes pour le présent, pour le prétérit, etc. Le danois, par contre, et généralement le scandinave continental, a appauvri le paradigme, encore poussé d'un degré l'appauvrissement propre de l'anglais, en ce qu'il n'y a qu'une forme pour le présent, une forme pour le passé, etc. Il n'est pas surprenant maintenant de constater qu'en islandais, il y a mouvement du verbe, donc le verbe fléchi est prononcé avant la négation, quelque chose comme « qu'il acheta pas le livre », tandis qu'en danois, il faut regarder les phrases subordonnées, parce que dans la phrase principale, il y a un autre phénomène qui bouleverse l'ordre de mots, donc il faut regarder les subordonnées, on voit que le verbe n'a pas bougé, qui est resté adjacent
à l'objet direct. Donc, de cette manière, on obtient une confirmation comparative de l'hypothèse de départ d'une corrélation entre la morphologie et la syntaxe. Il est intéressant de remarquer, de ce point de vue, que la variété scandinave parlée aux îles Féroé, qui sont plus ou moins à mi-chemin entre l'Islande et le continent, a des propriétés intermédiaires, des propriétés instables. C'est une toute petite communauté avec deux dialectes, l'un qui se comporte plutôt comme l'islandais et l'autre qui se comporte plutôt comme le scandinave continental. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, comme je disais, de la micro-comparaison. Richard Kane, qui a beaucoup développé ce genre d'approche, a souligné l'importance méthodologique de cette approche. Il a comparé la micro-comparaison à une sorte de microscope ou à une sorte de, disons, la meilleure approximation à une expérience contrôlée en syntaxe comparative. Parce que quand on compare des langues très proches, il y a de plus grandes probabilités de vraiment identifier le facteur ultime de variation, les paramètres primitifs. Si on commence la comparaison de langues qui sont très très éloignées, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'il y a trop de différences. Donc, l'approche micro-comparative est très importante de ce point de vue, mais on a besoin de deux. On a besoin de la micro-comparaison et aussi de la macro-comparaison. Il faut aussi le gros plan, il faut aussi le grand angle, pas seulement le microscope ou le zoom. On va voir ça tout de suite. Je voudrais terminer sur cette question des limites sur la variation linguistique et suggérer que différents types de données peuvent être pertinents pour aborder ce genre de questions. Des contributions de nature typologique ou macro-comparative. Dans la typologie linguistique, typiquement, on compare un grand nombre de langues, chacune analysée de manière très simple, inévitablement superficielle, en utilisant des catégories très simples. Et ceci pour une raison évidente. Quand on compare des dizaines de langues, on ne peut pas avoir une analyse en profondeur pour chacune de ces langues. Donc on va en surface, pour ainsi dire. Néanmoins, certaines des données obtenues sont extrêmement importantes et intéressantes. Je voudrais parler un peu de certaines questions d'acquisition du langage qui portent sur notre question initiale. Et s'il y a, dans les 2 minutes à la fin de cette présentation, je voudrais mentionner aussi la pertinence possible d'études d'imagerie. Alors, question de la typologie linguistique, j'ai cité ici un grand classique de la typologie, l'article de Joseph Greenberg. Donc la méthode suivie par Greenberg et son école consiste, comme je disais, à comparer un grand nombre de langues analysées de façon assez superficielle et voir si des propriétés universelles se manifestent. Le cas qui m'intéresse ici, c'est l'universel numéro 20 dans cet article et qui concerne l'ordre des éléments dans les structures nominales. Si on regarde l'ordre des éléments comme des démonstratifs, un numéral, un adjectif, un nom, dans les structures nominales, on trouve à première vue une très grande variété. On a l'impression qu'on a toutes les possibilités. Mais en effet, il y a des restrictions que Greenberg a observées. En particulier, dans les structures où le nom se trouve en position finale, on a un ordre qui est fondamentalement fixe. Donc, démonstratif, numéral, adjectif, nom. Ces 3 beaux livres, comme en français, par exemple. Tandis que dans les langues où le nom se trouve en position initiale, il y a beaucoup d'ordres possibles. Par exemple, il y a un ordre qui est l'image miroir de l'ordre du français. Donc, nom, adjectif, numéral, démonstratif, quelque chose comme livre, beau, 3, ce. Mais, donc, il y a des ordres non attestés, des ordres où le nom est final et on a bouleversé l'ordre des autres éléments. Récemment, Guglielmo Cinque a essayé de combiner cette méthode typologique avec les instruments raffinés de l'analyse syntaxique contemporaine et il a montré qu'on pouvait dériver les trous observés par Greenberg de la façon suivante, en admettant qu'il y a un ordre basique fondamental, en conséquence de merge, en conséquence peut-être de propriétés
de combinaison, de compositionnalité sémantique, vraisemblablement. Et ensuite, on peut bouleverser cet ordre par des processus de mouvement. Mais le mouvement est toujours déterminé par le nom. Le nom qui bouge est le moteur un peu des changements possibles. Alors, le nom peut bouger de plusieurs manières. Par exemple, il peut bouger tout seul, comme c'est indiqué ici, ou bien il peut bouger en ramenant avec lui, à chaque étape, toute la structure qu'il a laissée derrière. Ce qui donne ce type de mouvement que le linguiste appelle en boule de neige, c'est-à-dire où on construit une structure en déplaçant des éléments qui sont de plus en plus grands, ce qui donne l'effet de renverser complètement l'ordre des éléments, ce qui donne l'inversion qu'on a vue avant. Mais certains ordres, comme l'ordre impossible constaté, non attesté, constaté par Greenberg, ne sont pas engendrables, parce que comme le nom ici est en position finale, ne bouge pas, donc le moteur ne s'active pas. On ne peut pas changer l'ordre des éléments. En général, je crois qu'il est très, très intéressant, très, très prometteur de combiner les méthodes de l'analyse quantitativement importante qui est permise par les méthodes de la typologie linguistique avec les instruments plus raffinés dont on dispose aujourd'hui dans les cadres, dans les modèles syntaxiques plus raffinés. Je voudrais parler très brièvement d'acquisition. Les enfants commencent à produire des structures syntaxiquement pertinentes un peu avant l'âge de 2 ans, en gros. Les enfants de 2 ans ne parlent pas comme les adultes. Il y a des points de différence systématiques, il y a des fautes, entre guillemets, si on peut utiliser ce terme, mais l'analyse des fautes est très intéressante. Il y a des fautes qui ne sont jamais produites, ce qui suggère que l'enfant ne considère simplement pas certaines hypothèses. Il y a des fautes tout à fait systématiques, des choses que tous les enfants produisent. Et très souvent, les fautes systématiques correspondent à des options grammaticales adoptées par d'autres langues. Et donc l'enfant essaye une propriété qui n'est pas dans la langue cible, mais qui se trouve dans une autre langue. Donc l'analyse de fautes enfantines nous donne une idée de l'espace grammatical qui est exploré par l'enfant. Je vais juste citer un cas très rapidement qui est lié à mon propre travail. L'omission du sujet, une caractéristique du langage enfantin. Même quand la langue cible n'a pas la propriété de l'omission du sujet, prenons le français par exemple, l'anglais qui n'admet pas typiquement l'omission du sujet, l'allemand et ainsi de suite, on constate qu'il y a une phase où les enfants omettent de manière tout à fait systématique les sujets. Et ces omissions sont sélectives. D'abord, les sujets, non pas les objets, et puis le sujet uniquement en position initiale. Donc on trouve des structures comme celle-ci, et ou, avec omission de sujet initial, mais si le sujet n'est pas initial, parce que, par exemple, on a formé une interrogative avec le mouvement en français, typiquement l'enfant n'omettra pas le sujet. Et ce phénomène est très important du point de vue quantitatif. Environ un tiers des énoncés produits par l'enfant entre 2 et 3 ans, en français enfantin ou en anglais enfantin, concernent l'omission du sujet. Ici, on trouve cette propriété d'omission du sujet uniquement en position initiale en certains systèmes adultes. Par exemple, en portugais brésilien, par exemple, dans certains registres familiers de l'allemand et d'autres langues germaniques, dans certaines variétés dialectales romanes. Donc on a bien l'impression ici que l'enfant est en train d'explorer une hypothèse que certaines langues adultes, en effet, utilisent. Et l'enfant ne postule pas d'autres types de régularités qu'on ne trouve pas dans les langues adultes. Donc ce genre d'indication peut être importante pour notre thème. Alors, considérons maintenant la question des règles possibles et des règles impossibles. En effet, on a déjà parlé de ça, mais on peut reformuler la chose légèrement. L'ensemble des règles qu'on trouve dans les langues naturelles est un tout petit sous-ensemble, ici les dimensions ne sont pas du tout réalistes, de la classe de règles formelles concevables. Fondamentalement, les langues naturelles utilisent uniquement les règles qui peuvent être ramenées aux propriétés fondamentales de merge, de mouvement et des paramétrisations qui sont connectées avec ces systèmes. Donc on peut se poser la question, est-ce que cette distinction entre règles linguistiques possibles et règles formellement concevables, mais qu'on ne trouve pas attestées dans les langues humaines, est-ce que tout cela est un simple accident historique? Ou bien non, ou bien il y a des bases biologiques précises qui font cette distinction.
eh bien peut-être notre cerveau est prédisposé à apprendre et utiliser pour le langage seulement un petit sous-ensemble des règles. En effet, ce qu'on a vu dans l'étude de l'acquisition suggère déjà fortement ce genre d'hypothèse, mais on peut ici essayer d'utiliser les techniques de l'imagerie pour la poser de manière intéressante. Donc nous pouvons poser la question, est-ce qu'il y a des circuits neuronaux dédiés pour l'utilisation des règles linguistiquement possibles? Est-ce qu'on se trouve dans une telle situation? Alors je voudrais mentionner ici une série de travaux qui ont été repris récemment par Andrea Moro, qui a participé à ces différentes expériences dans son livre récent The Boundaries of Babel. Et fondamentalement, ces expériences marchent comme ça. On a pris un groupe de sujets locuteurs monolangues pendant quelques séances d'entraînement, une langue artificielle qui utilise un vocabulaire naturel, par exemple le vocabulaire de l'italien ou du japonais, et cette langue artificielle comprend et des règles possibles et des règles impossibles. Exemple de règles possibles, omission du sujet, et d'autres concernant l'ordre de mots. Règle impossible, par exemple, une règle très simple, mais que l'on trouve dans aucune langue naturelle, qui place la négation ou un élément comparable toujours dans une même position fixe. Donc, dans cette langue impossible, la négation est toujours en quatrième position en termes de mots. Aucune langue naturelle ne fonctionne comme ça. Aucune langue naturelle n'a un compteur qui pourrait permettre d'exprimer cette sorte de généralisation. Mais bien sûr, c'est une règle très facile à apprendre comme règle artificielle. On pourrait l'imaginer comme règle d'un jeu très facilement, où on pourrait la formaliser à l'ordinateur, évidemment l'exprimer à l'ordinateur sans aucune difficulté. Autre règle impossible, on forme dans cette langue une interrogative en faisant l'image miroir de la déclarative en termes de mots, non pas en termes de constituants, mais en termes de mots. Ce genre aussi de manipulation formelle n'est jamais attesté dans les langues naturelles. Alors, ce que les auteurs ont montré est que l'aire de Broca montre à l'IRM fonctionnel une augmentation de l'activation dans le traitement des phrases qui impliquent des règles possibles, dès que la performance s'améliore, dès que le sujet apprend une règle possible dans cette langue artificielle qu'il est en train d'apprendre, on observe une augmentation de l'activation et une diminution de l'activation dans le traitement de phrases qui impliquent des règles impossibles. Donc ça, c'est un peu la situation. La ligne continue représente l'augmentation de l'activation dans la région de Broca, dans l'aire de Broca, dès que la performance s'améliore, et la ligne pointillée indique la diminution d'activation dans cette région dès que la règle apprise est une règle impossible. Conclusion à laquelle ces auteurs arrivent, l'aire de Broca est en quelque sorte recrutée pour les règles linguistiques possibles. Il y a évidemment beaucoup de problèmes imaginables avec ce genre d'expérience, avec ce genre d'interprétation, mais ce qui est important est que les deux communautés ont commencé à se parler de manière approfondie, ont commencé à concevoir, la communauté des linguistes et la communauté des spécialistes de imagerie, des expériences communes qui offrent une promesse extraordinaire pour essayer de mieux comprendre la question fondamentale des fondements biologiques du langage. Alors j'aimerais conclure. Donc on a vu que l'étude formelle, l'étude courante de l'invariance de la variation est fondée sur des modèles précis qui ont une certaine profondeur déductive, c'est-à-dire qui peuvent engendrer des prédictions non banales, et ces prédictions peuvent être testées à partir de différents types de données. La micro-comparaison, le cas limite étant la dialectologie, comme on a vu, la diachronie, et la macro-comparaison, les données typologiques réinterprétées, comme je l'ai suggéré, les données de l'acquisition et aussi les données de la psycholinguistique adulte et éventuellement de la neuroimagerie. Alors je voudrais conclure avec cette fameuse phrase de l'un des grands linguistes du XXe siècle, Roman Jakobson, qui a adopté cette phrase, en paraphrasant Terence, comme une sorte de devise de sa manière de concevoir la recherche linguistique, et je pense que cette devise garde toute son actualité, toute sa modernité, dans son incitation à ne négliger aucun aspect de la complexité du langage humain, et en même temps comme incitation à chercher des domaines empiriques toujours nouveaux
pour tester nos modèles linguistiques. Merci beaucoup.